La vérité, là, tout simplement, la librairie souffre d'une très grave crise de mévente. Allez pas croire un seul zéro de tous ces prétendus tirages à 1 million, 40 000 et même 400 exemplaires. Attrape-gogo, alas, alas, seule la presse du cœur, et encore, se défend pas trop mal. Et un peu la série noire, et la blême. En vérité, on ne vend plus rien. C'est grave. Le cinéma, la télévision, les articles de ménage, le scooter, l'auto, 2, 4, 6 chevaux, font un tort énorme aux livres. Tout vend à tempérament, vous pensez, et les week-ends, et ces bonnes vacances trimensuelles, et les croisières lololulu. Salut petit budget, voyez dette, plus un fifrelin disponible. Alors n'est-ce pas acheter un livre? Une roulotte encore, mais un livre, l'objet empruntable entre tous. Un livre est lu, c'est entendu, par au moins 20-25 lecteurs. Ah, si le pain ou le jambon, mettons, pouvaient aussi bien régaler une seule tranche. 20-25 consommateurs, quelle aubaine! Le miracle de la multiplication des pains vous laisse rêveur, mais le miracle de la multiplication des livres, et par conséquent de la gratuité du travail d'écrivain, est un fait bien acquis. Ce miracle a lieu le plus tranquillement du monde, à la foire d'Empoigne, ou avec quelque façon, par les cabinets de lecture, etc., etc. Dans tous les cas, l'auteur fait Tintin. Celle principale. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle ou d'une rente d'un très grand parti, ou d'avoir découvert, plus fort que la fusion de l'atome, le secret de vivre sans bouffer. D'ailleurs, toute personne de condition, privilégiée, gavée de dividendes, vous affirmera comme une vérité sur laquelle il n'y a pas à revenir, et sans y mettre aucune malice, que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre, et pas qu'un peu, et tant et plus, puisqu'il n'enfante que dans la douleur, et que la douleur est son maître. Au surplus, chacun sait que la prison ne fait aucun mal à l'artiste, au contraire, que la véritable vie du véritable artiste n'est qu'un long ou court jeu de cache-cache avec la prison, et que l'échafaud, pour terrible qu'il apparaisse, le régale parfaitement, l'échafaud, pour ainsi dire, attend l'artiste. Tout artiste qui échappe à l'échafaud, ou au poteau si vous voulez, peut-être la quarantaine passée, considéré comme un farceur. Puisqu'il s'est détaché de la foule, qu'il s'est fait remarquer, il est normal et naturel qu'il soit puni exemplairement. Toutes les fenêtres sont louées déjà, et à prix fort, pour assister à son supplice, le voir enfin grimacer sincèrement. Place de la Concorde, par exemple, la foule arrache déjà les arbres, en fait qu'un espace vide immense des Tuileries, pour mieux lui regarder sa binette, quand on lui coupera le cou doucement, tout doucement, avec un tout petit canif. La fin du clown, celle qu'on attend, c'est pas tellement qu'il soit cocu, mièvre réjouissance, c'est qu'on le ligote sur le chevalet, ou sur la roue, et qu'on le fasse là, hurler, 4, 5 heures. C'est ce qui se prépare pour l'écrivain clown aussi, pardi. Il n'arrive à échapper à ce qu'on lui mijote que par roublardise, larbinage, tartufiage, ou par l'une des académies, la grosse ou la petite, ou une sacristie,
ou partis, autant de refuges bien précaires. Pas d'illusion. Comme il tourne mal, et souvent, ces soi-disant refuges, et ces engagements. Hélas, hélas, même pour ceux qu'ont 3 ou 4 cartes, autant de pactes avec le malin. Au total, si vous regardez bien, vous verrez nombre d'écrivains finir dans la dèche, tandis que vous trouverez rarement un éditeur sous les ponts. N'est-ce pas cocasse? Je parlais de tout ceci à Gaston l'autre jour, Gaston Gallimard. Et Gaston en connaît un bout, vous pensez? Il trouvait, pour ce qui me concerne, que je devais bien essayer de rompre le silence qui m'a fait tant de tort. Le rompre. Un bon coup. Sortir de mon effacement pour faire reconnaître mon génie. J'ai dit. Vous jouez pas le jeu, qu'il concluait. Il me reprochait rien, mais quand même. Il est mécène, c'est entendu, Gaston, mais il est commerçant aussi, Gaston. Je voulais pas lui faire de peine. Je me suis mise à me rechercher, dardard, sans perdre une minute, quelque aptitude à jouer le jeu. Penser, scientifique comme je suis, si j'ai prospecté les abords de ce jouer le jeu. J'ai compris lico presto et avant tout, que jouer le jeu, c'était passer à la radio. Toutes affaires cessantes. D'aller y bafouiller, tant pis, n'importe quoi. Mais d'y faire bien épeler son nom 1000 fois, que vous soyez le savon grosse bulle ou le rasoir sans lame Gatouillia ou l'écrivain génial Illici. La même sauce, le même procédé. Et sitôt sorti du micro, vous vous faites filmer, en détail. Filmez votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr, vos moindres avatars, et terminez le film. Téléphone, que tous les journalistes rappliquent. Vous leur expliquez alors pourquoi vous vous êtes fait filmer votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr. Qu'ils impriment tout ça gentiment, puis qu'ils vous refotographient. Et encore, et que ça repasse dans 100 journaux, encore et encore. Moi, n'est-ce pas, pour ce qui me concerne, me voyais déjà embarqué dans un de ces affreux pataquès. Justifier si, glorifier ça. D'ailleurs, des amis publicistes m'ont tout de suite carrément refroidi. Tu t'es pas vu, Ferdinand? T'es devenu fou? Pourquoi pas télévisionner? Avec ta poire, avec ta voix. Tu t'es jamais entendu? Tu t'es pas regardé dans la glace? T'as des gaines? Je me regardais pas souvent dans la glace, c'est exact. Et le peu que je me suis regardé, à travers les ans, je me suis toujours trouvé de plus en plus laid. C'était d'ailleurs l'avis de mon père. Il me trouvait hideux. Il me conseillait de porter la barbe. Mais c'est du soin la barbe, mon fils. Et t'es cochon, et tu pueras, concluait mon père. Quant à ma voix, je la connais. Pour crier au feu, elle porte. Mais je veux pas lui demander du charme, en somme, ni écoutable, ni regardable. Je l'ai pas avoué à Gaston. Je me suis rabattue sur Paulan, l'officieux Paulan. Paulan, si on s'interviewait, plutôt si vous m'interviewiez, ça serait pas mal. Un interview. Ça arrangerait peut-être Gaston. Il veut que je joue le jeu. C'est pas le grand jeu, l'interview. Non, vous faites passer cette interview dans vos cahiers antiques. Ça leur donne une sorte de petit choc. Ça leur fait pas de mal. Paulan était plutôt d'avis. Il voulait bien. Mais il avait tout son temps pris. Il était retenu pour des mois.
Et puis ils repartaient pour une cure. C'est toujours la croix, la bannière pour avoir quelqu'un chez Gaston. Ils partent en cure ou ils en reviennent. S'ils en viennent, ils ont tellement des lettres en retard qu'ils sont des mois à répondre. Dicter, redicter. Une fois mis les lettres sous enveloppe, collé les timbres, ils sont à bout, sur le flanc. Ils repartent en cure. Ils ont vraiment tout le temps pris, tout l'état-major de Gaston. Vous comprenez pas? Vous posez des questions idiotes. Vous qu'êtes oiseux, bon à rien foutre, fainéant d'auteur, parasite de l'édition. Vous rêvez, voilà, vous rêvez. La réalité vous échappe. Ce qui était réel, question Pollan, c'est qu'il repartait en croisière, encore elle. Fallait que je trouve un autre baron, un intervieweur qui reste là, qui parte pas en cure. J'en trouvai un, puis 2, puis 3, puis 10, qui était très capable et qui voulait bien, mais qui me posait une condition, que je les mouille pas, que je les cite pas. Ils acceptaient, mais anonymes. Je comprends très bien les prudences. Et comment? On n'est jamais assez prudent. À la fin, ils étaient 50. L'embarras du choix. Comme je voulais vexer personne, comme je fus embarrassée. C'était si déclamatoire. D'autres tellement discutailleurs. J'en trouvais un, ça valait mieux, qui m'était tout à fait hostile, sournois et méfiant. Il voulait pas venir chez moi. Il voulait pas que j'aille chez lui. Il voulait que d'un endroit public où on passerait inaperçu. Soit, je lui dis, choisissez l'endroit qui vous plaît. Au square des Arts et Métiers. J'aime bien le square des Arts et Métiers. J'y ai de sacrément vieux souvenirs. Je vous appelle mon intervieweur, le professeur Y. Nous voici donc installés sur un banc de ce square à ma droite. Il biglousait de tous les côtés. Ah, il était pas tranquille. À gauche, l'autre côté. Et puis derrière nous. C'était à 11h du matin, notre rendez-vous. Moi, j'y étais à 10h30. Vous dire. Arriver très en avance, c'est la tactique habituelle des gens qui se méfient, qui veulent renifler les bords. La veille qu'il faudrait arriver tellement les humains sont vicieux. Enfin, soit. Bon, nous voilà. Je m'attendais à ce qu'il me questionne. C'était convenu. Non, rien du tout. Il restait muet sur le banc, là, à côté de moi. J'aurais fait venir un autre bourru si j'avais su. J'en manquais pas. Un coré-grenier un petit peu. Un hostile absolument muet, comme cet Y. C'est moche. Vous êtes joliment peu aimable, monsieur le professeur Y, j'y dis. On est là pour une interview. Personne va venir vous kidnapper. Ayez pas peur. Comment voulez-vous que je pérore? Comment voulez-vous que je joue le jeu, si vous me posez aucune question? Pensez à Gaston. Là, je le vis sursauter sec, tressaillir au nom de Gaston. Il cessa de bligouser droite ou gauche. Gaston, qu'il bredouilla. Il avait aussi, comme 100 autres, le professeur Y, forcément, comme 1000 autres, licenciés, agrégés, à lunettes, sans lunettes, un manuscrit en lecture à la NRF. Presque tous les professeurs ont un petit Goncourt qui marine à la NRF. Vous me direz, ça s'aperçoit. C'est plus des romans qu'il publie, c'est autant de pinsommes. Pinsommes sarcastiques, pinsommes archéologiques, pinsommes proustiques, pinsommes sans queue ni tête, pinsommes nobéliens, pinsommes antiracistes, pinsommes à petit prix, à grand prix, pinsommes pléiades, pinsommes. Le professeur Y, certainement,
avait aussi son petit pinsomme, qui attendait depuis des années dans les caves de la NRF. Que Gaston se le fasse monter, qu'il y jette un œil, en fait de squale qu'on l'a surnommé. Grand dévorateur d'éditeurs, Gaston. Qu'est-ce qu'il se tape comme plancton, Gaston? Oh, il en dépérit pas. Y a qu'à regarder un peu ce qu'il se paye comme automobile. Le vrai engin de squale de haut luxe, avec de ses dents de radiateur et la formidable carapace luisante, huileuse, Pardagon. Où qu'il se risquait le professeur Y, lui et son pinsomme. C'est touchant la manière qu'ils besionnent tous, les professeurs. Ils se copient tous, forcément. Ils ont trop fréquenté les classes. C'est leur métier d'être dans les classes. Et qu'est-ce qu'on apprend dans les classes? À se toucher, et puis à se copier. Tous les postulants goncourteux se copient tous. C'est inévitable. Ils sont aussi stables, ressemblants, ennuyeux, inévitables que tous les tableaux queue-leu de n'importe quel grand salon. La médaille d'or ou le Goncourt, l'un barbouillage, l'autre griffouillage, font autant d'heureux. Là, à côté de moi, il pensait vachement pour lui-même et pour son merdeux manuscrit, à la médaille d'or, au Goncourt, d'un petit coup d'œil du Gaston, d'un mot du Gaston. Donc, Y, secouez-vous un peu, je vous prie. C'est pour Gaston que nous travaillons, j'y dis. Si vous m'interviewez pas et d'une façon intelligente, ça va être Mimi, votre retour. Vous allez voir le Gaston, s'il va valser votre Goncourt, et votre frigidaire, et votre voyage en Italie, et votre aspirateur Credo. Elle va bien rire, Madame Y. Qu'elle a un mari si fainéant. Je le vois tourner rouge, cramoisi. Je peux dire que je l'ai réveillé. Il regarde plus à droite ni à gauche. Allons-y, monsieur. Mais pas de politique surtout. Pas de politique. Ayez pas peur, oh, aucune crainte, la politique, c'est la colère. Et la colère, professeur Y, est un péché capital. Oubliez pas, celui qui est en colère déconne. Toutes les furies lui foncent après. Le déchire, c'est justice. Moi, n'est-ce pas, professeur Y, on m'y reprendra pas pour un empire. Jamais. Qu'est-ce que vous diriez alors d'un petit débat philosophique? Vous sentez-vous apte? Un débat, mettons, par exemple, sur les mutations du progrès par les transformations du soi? Ah, monsieur, je veux bien vous respecter et tout, mais, je vous le déclare, je suis hostile. J'ai pas d'idée, moi. Aucune. Et je trouve rien de plus vulgaire, de plus commun, de plus dégoûtant que les idées. Les bibliothèques en sont pleines, et les terrasses des cafés. Tous les impuissants regorgent d'idées. Et les philosophes, c'est leur industrie, les idées. Ils esbouffent la jeunesse avec. Ils les maquerotent. La jeunesse est prête, vous le savez, à avaler n'importe quoi, à trouver tout formidable. S'ils l'ont commode donc, les macros. Le temps passionné de la jeunesse passe à bander et à se gargariser d'idéas, de philosophie, pour mieux dire, oui, de philosophie, monsieur. La jeunesse aime l'imposture, comme les jeunes chiens aiment les bouts de bois, soi-disant os, qu'on leur balance, qu'ils courent après, ils se précipitent, ils aboient, ils perdent leur temps, c'est le principal. Aussi, voyez tous les farceurs, pas arrêter de faire joujou avec la jeunesse, de lui lancer plein de bouts de bois creux, philosophiques, si elle s'époumonne la jeunesse, et si elle biche, qu'elle est reconnaissante. Ils savent ce qu'il lui faut
les macros, des idéas, et encore plus d'idéas, des synthèses et des mutations cérébrales, au porto toujours, logistique, formidable. Plus que c'est creux, plus la jeunesse avale tout, bouffe tout ce qu'elle trouve dans les bouts de bois creux, idéas, joujou. Vous avez professeur Y, soit dit sans vouloir vous vexer, gueule d'être intelligent, dialecticien. Vous fréquentez la jeunesse, forcément, que vous devez lui bourrer la caisse. Vous en vivez, vous, de la jeunesse, si vous l'adorez, la jeunesse. Impatiente, présomptueuse, fainéante. Vous devez même être casuistique, je parie. Plus casuistique qu'Abélard, à la mode, donc. Je lui dis tout ce que je trouve de méchant. Qu'il ressaute, hostile pour hostile, qu'il se foute en boule, que je le claque. Qu'on se boxe si on s'interviewe pas. Je raconterai le tout à Gaston. Il se marrera. Il m'avancera une brique de mieux, dette pour dette. Il réagit, je l'aurais parié. Et vous alors? Qu'est-ce que vous êtes? La première question qu'il me pose. Ah, je vais avoir mon interview. Je suis qu'un petit inventeur, monsieur, un petit inventeur, et je m'en flatte. Mazette, tout ce qu'il me répond. J'insiste. Petit inventeur, parfaitement. Et que d'un petit truc, juste d'un petit truc. J'envoie pas de message au monde, moi. Non, monsieur. J'encombre pas les terres de mes pensées, moi. Non, monsieur. Je me saoule pas de mots, ni de portos, ni des flatteries de la jeunesse. Je cogite pas pour la planète. Je suis qu'un petit inventeur. Et que d'un tout petit truc, qui passera, pardi, comme le reste. Comme le bouton de colle à bascule. Je connais mon infime importance, mais tout plutôt que des idéas. Je laisse les idéas au camelot. Toutes les idéas, aux macros, aux confusionnistes. Je l'amuse, il ricane ma parole, je vais pas le faire ricaner longtemps. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous, professeur Y? Vous êtes pas un époustoufleur. Vous égarez pas la jeunesse. Vous y envoyez pas des messages. Je serais surpris. Vous avez inventé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Il demande. L'émotion dans le langage écrit. Langage écrit était à sec. C'est moi qui ai redonné l'émotion au langage écrit. Comme je vous le dis, c'est pas qu'un petit urbain, je vous jure. Le truc, la magie, que n'importe quel con à présent peut vous émouvoir en écrit. Retrouver l'émotion du parler à travers l'écrit. C'est pas rien. C'est infime, mais c'est quelque chose. Vous êtes grotesque de prétention. Certes, et alors? Les inventeurs sont monstrueux. Tous. Surtout les petits inventeurs. L'émotion du langage parlé à travers l'écrit. Réfléchissez un petit peu, monsieur. Faites marcher un peu votre nénette. Oui, entendu, mais les délits, regardez un peu les délits. Qui gagnent 100 millions par an, sans publicité ni critique? Est-ce qu'ils recherchent l'émotion à travers le langage parlé, eux? Baliverne. Et ils vont jamais en prison, eux. Ils se tiennent très convenablement, eux. Oui, mais il y a un secret délit. Vous savez pas lequel? Non. Ils sont plus chromos que tous les autres. Pour ça qu'ils se vendent mieux que tous les autres. Les prix Goncourt à côté d'eux n'existent pas. Qu'est-ce qui gagne dans le monde entier, monsieur? Qu'à la faveur absolue?
Des masses et de l'élite, je vous demande, aussi bien en URSS qu'à Columbus, oh yo yo, qu'à Vancouver du Canada, qu'à Fès du Maroc, qu'à Tébizonde, qu'à Mexico, le chromo, professeur Y, le chromo, rideau de fer, pas fer, foutre des régimes, Saint-Sulpice partout, kiff, belles lettres, musique, peinture, la morale et les bonnes manières, chromos, les délits chromos, sont les auteurs les plus traduits de toute la langue française, bien plus traduits que les Balzac, Hugo, Maupassant, Anatole, etc., Peggy, Psychari, qu'étaient pourtant eux aussi, il faut l'avouer, Romain Roland, vachement chromo, mais qu'existe pas question la fadeur, l'insipidité, la morale, à côté des Sister Brothers d'Eli. Ah, pas du tout. Et votre manuscrit? Vous ne parlez pas de votre manuscrit, vous? Je veux le ranimer, cet imbécile. Il n'est pas encore publié. C'est qu'un détail. Ils en publient 500 par an. Ah, je l'intéresse. Il va l'être, croyez, colonel. Il va l'être si je m'en occupe. Si je vous pistonne à Gaston, est-il chromo, votre manuscrit? Dites-le. Dites-moi tout. Un peu, un petit peu. Est-il un peu tendancieux? Comment? Un petit ci, un petit peu ça. Un petit peu tout de même engagé. Mais pas tellement. Un petit peu curé, peut-être, sur le bord. Pas trop. Oh, pas trop. Un petit peu gidien? Oh oui, sans excès. Non. Ou tout à fait. Avec des nuances, beaucoup de nuances. Bon, est-ce qu'on peut dormir en le lisant? Oh oui, vous êtes certain. Ma femme le lit tous les soirs, et elle s'endort. Oui. Bien. Je vais le recommander à Gaston. Il lit tout lui-même, monsieur Gallimard. Plutôt son comité de lecture. Ils lisent en dormant? Oui, ils ont lu Le Voyage comme ça. Ils lui ont doanné une bonne note? Oh, pas mauvaise, mais en retard. C'est un autre qui l'a publié. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils ronflaient. C'est étrange. Non, c'est pas étrange. Il y a que les crèves-la-faim qui sont réveillés. Les autres dorment, tous les gens sûrs du lendemain dorment, on les voit partout, en auto, au bureau, à la campagne, en ville, dans le monde. En croisière. Ils se font balader beaucoup, blablater beaucoup. Ils ont l'air de faire quelque chose. Ils font rien. Ils dorment. Mais vous alors, monsieur Céline, qui vous faites entendre par Gaston, vous avez une sorte de secret. Vous le réveillez. Quel genre d'homme, donc, est ce Gaston? Il me cuisine. Monsieur Gallimard est fort riche? Ah? Nul besoin d'en savoir plus. Le reste, on s'en fout. Est-il toujours riche? Ça va. Il peut encore. Il est ruiné? Il peut plus rien. Il nous embête. Il est toujours riche, vous croyez? Oui, je crois. Pourquoi? Il se plaint beaucoup, c'est très bon signe. Son conseil d'administration lui mène la vie dure. Qu'il dit. Très bon signe aussi. Jérémiade de très bonne aloi. Il peut faire beaucoup pour moi. Tout ce qu'il veut, pardi. Pardine. Il peut faire de vous, en 6 mois,
le plus grand écrivain du siècle. Comme vous, bien plus grand que moi. Comment? C'est son affaire. Ce qui m'interloque, vous me permettez? Vous permettez? Mais oui. Permettez-vous. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous, le plus grand écrivain du siècle, l'inventeur du style que vous dites, le bouleverseur des lettres françaises, le Malherbe actuel en somme, enfin, Céline vint. C'est bien ça. Oui, c'est exact. Pourquoi Monsieur Gallimard ne fait-il jamais parler de vos livres? Il a son idéal, son idée tactique. Il en fera parler quand je serai mort. Il vous survivra? J'ai l'impression, il se fatigue pas. Mais pour le présent, tant que vous vivez, qu'est-ce qu'il fait de vos livres? Il les enfourne dans sa cave. Il les cache bien avec des milliers d'autres. Il stocke. Il stocke les manuscrits aussi? Parbleu, bien sûr. Mon manuscrit? Certainement. Ah là. Vous dandinez pas de cette façon, colonel. Vous me saoulez. Je vous saoule? Allez pisser, je vous attends. Il a trop envie, le cochon. Mais il veut pas, mais il résiste. Nous en avons peut-être fini? Oh non, colonel, oh non. Justement, voilà le moment le plus pathétique. Ah? Vous prenez plus de notes? Le moment de mon trait de génie. Ah, il n'y a pas de ah. Sautez, pissez et revenez. Oust! Non, je préfère, je pisserai après, si la pissotière était prise. Voilà un prétexte. Vous ergotez, colonel. Bon, vous voulez pisser plein votre froc? À votre aise. Je vous termine mon histoire. Oui, vite. Voilà. Blaise Pascal. Vous vous souvenez de Blaise Pascal? Oui. La révélation qu'il a eue sur le pont de Neuilly. Ses chevaux emballés. Son carrosse versé. Une roue emportée. Qu'il a bien failli boire la goutte. Ah oui. Vous vous souvenez? Il était assis. Il tenait plus. Il se relevait. Il se retripotait l'entrejambe. Je l'empêchais d'aller. Mais non. Allez-y. Ah oui, Blaise Pascal. Il se souvenait. Celui des pensées? Exactement, colonel. Celui qui voyait plus qu'un gouffre. Toujours un gouffre. Depuis ce jour-là, du coup de la frayeur, le gouffre à sa droite, oui, à sa droite. Il répétait tous mes mots. Allez pisser, colonel. Oh non. Bon, comme vous voulez. Le gouffre à sa droite. Et puis en l'air, colonel. En l'air, après. Les espaces infinis, mais frais, de Pascal aussi, colonel. Une sacrée pensée de Pascal, vous vous souvenez? Oui. Ça y avait transformé la vie, ce terrible accident du pont. De fond en comble, libérer le génie, son génie. Ah, oui, colonel. Moi. Regardez-moi, colonel. Je suis un type dans le genre de Pascal. Pas possible. Si, je vous le dis. Nom de Dieu, regardez-moi. Il se dandinait de plus en plus en même temps qu'une de ses grimaces. Il souffrait, il en pouvait plus. Je pouvais dire là que les gens nous remarquaient. L'urine lui dégoulinait des jambes plein le sable. Il dandinait dans sa flaque. Je lui foutais un coup de boule dans le chou. Supposition, il allait à dame. Il me débarrassait. Mais mon interview, alors, qui était presque terminée, plus que quelques mots. Vous voulez pas aller pisser? Absolument. Bon, soit. Retenez au moins bien ceci, le fait historique, colonel.
toute la valeur de l'interview. Qu'on n'ait pas travaillé pour rien. J'ai éprouvé moi aussi exactement, ou à peu près le même effroi que Pascal, le sentiment du gouffre. Mais moi, c'est pas au pont de Neuilly, non. Ça m'est arrivé au métro, devant les escaliers du métro, du nord-sud. Vous entendez, colonel? Du nord-sud. La révélation de mon génie, je la dois à la station Pigalle. Comment? Il se dandine toujours maintenant. Vraiment. On nous épie du banc à côté de l'autre. Plus loin. Tant pis. Donc, colonel, vous m'écoutez? Je vous disais qu'en ce temps-là... Non, je vous l'ai pas dit. Je vous le dis. Je menais une vie agitée, j'avoue, assez agitée. Je fonçais d'un bout à l'autre de Paris, pour un oui ou non, à pied, en métro, en voiture, oui. Voilà comme j'étais pour une dame qui me voulait du bien, pour une dame qui m'en voulait pas. Et pour des raisons plus sérieuses, ah oui, plus sérieuses. Je consultais ici et là en particulier. Je devais me rendre à ici, presque chaque matin, pour une consultation d'usine, et je demeurais à Montmartre. Vous vous rendez compte? Chaque matin. Pigalle, ici. L'autobus, une fois. 2 fois, ça va, mais tous les jours. Ça fait réfléchir. Tous les jours. Je vous assure. La meilleure façon? Métro, vélo, autobus. Je prenais le métro. J'y allais en vélo. Ou à griffe. Oh là, que j'ai hésité. Tergiversé. Renoncer le noir métro. Ce gouffre qui pue, sale et pratique. Le grand avaloir des fatigués. Où je restais dehors. Je bagotais. Be not to be. L'autobus, cet angoissé monstre grelottant, hoquetant, bégayeur à chaque carrefour, qui perd des heures à être poli à pas écrasés, la rombière à attendre que dessous son pare-choc se dépêtre le tripoteur venu s'y foutre, père de famille de 6 enfants, où je fonçais à pied, par les rues, 1, 2, ici, à pied, sportif de sportif. C'était le dilemme. Les profondeurs ou la surface? Oh, choix d'infini. La surface est pleine d'intérêt, tous les trucs. Tout le cinéma, tous les plaisirs du cinéma. Pensez. Les minois des dames, les posters des dames, et toute l'animation autour. Les messieurs qui piaffent, l'éclabousserne des vanités, la concentration des boutiques, les bariolages, les étalages, milliards à gogo, le paradis en étiquette. Attends l'objet, attends le kilo, femmes, parfums, comestibles de luxe, les convoitises, 1036 nuits, chaque vitrine. Mais attention, ensorcelure. Vous voilà film transformé, film vous-même, et un film c'est que des anicroches, de bout en bout, canicroche, perte de temps, camouflage, cafouillage, méli-mélo, flic, vélo, croisement, déviation, sens, contresens, stagnation, zut. Boileau s'y amusait encore, il serait écrasé de nos jours, foutre des rimes. Le Pascal, dans une 2 chevaux, je voudrais le voir un peu du printemps à la rue Thébout. C'est pas un gouffre qu'il aurait peur. 20 abîmes. La surface est plus fréquentable, la vérité, voilà. Alors, j'hésite pas, moi. C'est mon génie. Le coup de mon génie. Pas 36 façons. J'embarque tout mon monde dans le métro. Pardon. Et je fonce avec. J'emmène tout le monde, de gré ou de force, avec moi. Le métro émotif, le mien, sans tous les inconvénients, les encombrements. Dans un rêve.
Jamais le moindre arrêt nulle part, non. Au but, direct, dans l'émotion, par l'émotion. Rien que le but, en pleine émotion, bout en bout. Comment? Comment? Grâce à mes rails, profilés, mon style profilé. Oui, exprès profilé, spécial. Je les lui fausse, les rails au métro, moi, j'avoue. Ces rails rigides, je leur en fous un coup. Il en faut plus. Ces phrases bien filées, il en faut plus. Son style, nous dirons. Je les lui fausse d'une certaine façon, que les voyageurs sont dans le rêve, qu'ils s'aperçoivent pas le charme, la magie, colonel, la violence aussi, j'avoue. Tous les voyageurs enfournés, bouclés, double tour, tous dans ma rame émotive, pas de chichi. Je tolère pas de chichi. Pas question qu'ils échappent, non. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et toute la surface avec moi, hein? Toute la surface, embarquée, amalgamée dans mon métro. Tous les ingrédients de la surface, toutes les distractions de la surface, de vive force. Je lui laisse rien à la surface, je lui rafle tout. Ah, non, colonel, non, parfaitement. Tout dans mon métro émotif. Les maisons, les bonshommes, les briques, les rombières, les petits pâtissiers, les vélos, les automobiles, les midinettes, les flics avec, entassés, pilés émotifs, dans mon métro émotif. Je laisse rien à la surface. Tout dans mon transport magique. Ah! À la violence. Vous êtes le magicien? Oui? Non? Alors que votre charme opère. Certains lecteurs récalcitrants? La trique, colonel. Qui préfère le cinéma? La trique. Qui préfère le chromo? La trique. Vous êtes le maître des sortilèges, vous leur prouvez, les enfermant, bouclant, double tour. Vous entendez être obéi. Le langage parlé à travers l'écrit. Votre invention, pas d'histoire. Pigalle ici, sans obstacle. Pas de considération permise. Dans l'enchantement. Vous tolérez pas d'esprit fort, de dialecticien par exemple. Plus un carrefour, plus un feu jaune, plus un flic, plus une paire de fesses à la traîne. Vous me comprenez, colonel? Oui, plus un camion qui vous harponne. L'artiste que vous êtes. Votre métro s'arrête à rien. Vous vous êtes profilé un style. Un style? Un style? Oui, colonel, le style, au plus sensible des nerfs. C'est de l'attentat. Oui, je l'avoue. Ah, par exemple, vous emmenez tout? Oui, colonel, tout. Les immeubles de 7 étages. Les féroces, grondants autobus. Je laisse rien à la surface. Je lui laisse rien. Ni colonne Maurice, ni les demoiselles harcelantes, ni mes Gautier sous les ponts. Non, j'emmène tout. Les ponts avec? Les ponts avec. Rien vous empêche? Non, colonel. À l'émotion, colonel. Rien qu'à l'émotion. L'haletante émotion. Oui, mais. Y a pas de oui, mais. J'embarque tout. J'enfourne tout dans ma rame. Je vous répète. Toutes les émotions dans ma rame, avec moi. Mon métro émotif prend tous mes livres, prennent tout. Ah, par exemple. Et les étrangers? Les écrivains étrangers? Ils n'existent pas. Ils sont encore à déchiffrer Madame Bovary. La scène du fiacre et boule de suif. Qu'ils démarquent horriblement mal. Ils iront jamais plus loin. Leur sensibilité est pas faite et sera jamais faite. Je crains. Ils vont peut-être vite en avion, mais dans les arts, qu'est-ce qu'ils trimballent? Pourtant, on parle d'eux, on les traduit. C'est la formidable escroquerie
qu'on supprime leur agence de presse, leur fantastique publicité, leur phénoménal culot, ils existeront plus. Mais leurs lecteurs, les lecteurs français sont snobs, gogos et serviles. Ils sont bluffés. Et ils sont contents d'être bluffés. Ils trouvent des écrivains d'ailleurs qui écrivent tout comme les Delhi. Les voilà heureux et fiers. L'auteur le plus lu dans tous les pays du monde, le plus traduit dans tout l'univers, c'est Delhi. Colonel, Delhi. Les langues étrangères tout de même. Il n'y a qu'une seule langue, colonel, en ce monde paracafouilleux. Une seule langue valable, respectable, la langue impériale de ce monde, la nôtre. Charabia, les autres, vous m'entendez? Dialecte bien trop tard venu, mal sapé, mal léché, arlequinade, rauque ou miaulant, à peu près pour Rastaquouère, zozoterie pour clown, voilà, colonel. Je sais ce que je cause, et j'admets pas la discussion. Vous êtes un esprit borné? Pas borné impérialiste, colonel. Comment que j'ai conquis la surface? Vous avez vu? Que j'ai tout saisi. Vous avez vu? Vous avez remarqué? Tout embarqué dans mon métro. Qu'est-ce que je lui laisse à la surface? La plus pire drouille du cinéma, avec les langues étrangères, donc les traductions, retraductions de nos pires navets. Qu'il les emploie pour leur parlant, en plus de la psychologie, le pataquès psychologique, toute la chérie philosophique, toute l'horreur photographique, toute la morgue des fesses figées, cuisses figées, nénés opérés, nez raccourcis, et les kilos de cils, oui, des kilos, lourds, gras, rouges, verts. Il m'écoute pas. Allez pisser, Réséda. Il m'horripile, il patauge trop. Non, non, oh, non. Et il nie qu'il pisse. Bon, si je vous raconte tout, vous irez au petit endroit? Oui, je vous promets. Salut. Il m'écoute plus du tout. Et c'est lui qui parle. Il sait mieux que moi. Le rail émotif, le rail nerveux, saperlipopette. Il n'y a pas de saperlipopette. Il n'y a que la manière de s'y prendre. Tout berzingue direct, colonel. Oui, direct. La propulsion émotive. L'ultra-précision émotive. Ah, vous êtes d'avis, colonel? Oui. Tout berzingue, direct. Pissez dans votre flaque, colonel. Vous dégoulinez, colonel. Vous m'avez compris, colonel? Oh oui. Mais attention, le détail. Vous n'êtes pas sur rail ordinaire. Votre récit est pas ordinaire. Oh non. Pour un rien du tout, vous crevez tout. Ballast, voûte, un souffle, une cédille à culbuter. 1000 à l'heure, votre récit verse, déraille, votre rame laboure. C'est l'écrabouillure très infecte, honteuse. Vous et vos 600 000 lecteurs, satanés sinistres, pour un souffle, sur un souffle, en bouillie. Alors, colonel, c'est là qu'est le génie. Le génie encore? Le génie de quoi? De pas dérailler, pardi, jamais dérailler. Oui, mais alors? Il jetait de ses regards éperdus vers la pissotière, mais il y allait pas du tout de même. Il refusait. Vous y allez pas? Vous y allez pas? Bon, tant pis. Je résume. Je vous résume. Vous me comprenez, colonel? Pas du tout des rails ordinaires, du style ordinaire, non. Oh non. Des rails tout à fait spéciaux, des rails qu'ont l'air tout à fait droits et qui le sont pas. Que vous avez, vous, biseauté.
vous-même d'une façon tout à fait magique, vicieuse. Ah oui, oui, truqué. C'est ça, truqué. Eh bien, c'est là tout le génie, colonel. Le coup de Pascal, la révélation du métro. Lui, du pont, moi, du métro. Vous êtes d'accord, colonel? Vous? Ça va plus. Il me toise. Et il me fait une de ces têtes. Vous? Comment vous? Je lui réponds, je lui fais puisqu'il veut pas se décider à aller à la pissotière, qu'il urine là. Tel quel, qu'il se soulage. Enfin, il me regarde de plus en plus fixe. Vous voulez pas que je vous conduise? Je lui offre, il n'y a pas 25 mètres, de nous à la pissotière. Il y a un attroupement à présent des gens de plus en plus curieux. Allons-nous-en, colonel. Non, je vous écoute, je suis Mimi. Vous vous rendez compte? Je garde une contenance s'il le faut. Je pérore pour cette foule autour. C'est bien simple, n'est-ce pas, colonel? Les rails, du rendu, émotifs, qu'ont l'air droits, absolument droits, le sont pas du tout. Oui. Et c'est toute l'astuce, colonel, la délicatesse, le péril mortel aussi. Ce style absolument spécial, vous avez saisi? Oui. Que tous vos plagiaires en enragent, s'en suicident. Ah! Si vos rails sont droits, colonel, du style classique aux phrases bien filées, alors, tout votre métro verse, colonel. Vous crevez le décor, le ballast, la culbute, vous crevez la voûte, vous tuez tous vos voyageurs. Une marmelade, votre métro, votre rame entière bourrée d'immeubles. Bigre, bougre, quelle cargaison! Oui, vous et tous vos branquignoles. Une catastrophe, personne réchappe. Vos rails sont droits que dans l'émotion, vous avez compris, colonel? Oh oui. Donc, gaffe, colonel horrible, péril. Allez pas lancer votre rame sur des rails droits, ordinaires. Non. Je vous adjure que sur les rails biseautés, spécial, profilés, spécial, par vous-même, vous fiez à personne pour l'ouvrage. Ouvragé au poil de micron. Mon lui faisait de l'effet, son pantalon dégoulinait, il pataugeait bien dans sa flaque, la flaque de plus en plus grande. Vous êtes sensible, colonel? Insensible? Pas un cancre imbécile épais, pas un étranger non plus. Non, vous comprenez ce que je vous explique? Tout ce que je vous explique? Le raffinement de mon invention? L'astuce de mon travail? Pourquoi je suis le génie des lettres? Et l'unique, hein? Oui. L'émotion à vif, jamais à côté. Oui. Que votre métro faille d'un petit poil. Votre métro tout bourré de lecteurs, les ensorcelés de votre style, c'est la catastrophe. Culbute, colonel. La carambole d'un poil. Vous le responsable. Oui. Tout berzingue. Les nourrices, les kiosques à journaux, les scooters, les messieurs galants, les brigades entières de flics, des terrasses entières de plagiaires, des camions entiers de sentiments, que vous avez bien enfournés, souqués, boudés dans votre livre, d'un milli d'écart de votre style, du nombre de virgules, fonce dans le décor, crève tout, s'écrabouille. Ah. Y a pas d'A. Vous voulez encore plus de détails? Des détails plus qu'intimes? Oh oui. Bon, les 3 points, me les a-t-on assez reprochés, comme on a bavé de mes 3 points. Ah, ces 3 points. Il sait pas finir ses phrases.
toutes les cuteries imaginables, toutes, colonel. Alors, allez, pissez, colonel. Et votre avis, vous, colonel? À la place de ces 3 points, vous pourriez tout de même mettre des mots, voilà mon avis. Cuterie, colonel, cuterie encore, pas dans un récit émotif. Vous reprochez pas à Van Gogh que ses églises soient biscornues. Vlaminck, ses chaumières foutues. À Bosch, ses trucs sans queue ni tête. À Debussy, de se foutre des mesures. Honegger, de même. Moi, j'ai pas du tout les mêmes droits. Non. J'ai que le droit d'observer les règles. Les stances de l'académie. C'est révoltant. Non, non. Mais enfin, les beaux-arts transposent comme ils veulent. Depuis plus d'un siècle. Musique, peinture, couture, architecture, des muses affranchies, je vous le dis. Même les pierres, vous voyez, la pierre. La sculpture. Et le papier? Non. Ah, le papier. L'écriture est serve. Voilà. Serve du journal quotidien. Le journal quotidien transpose pas. Non, jamais. Le bachot non plus. Le certificat d'études non plus. La licence non plus. Jamais. Rien. Oui, mais tout de même, vos 3 points. Vos 3 points. Mes 3 points sont indispensables. Indispensable, bordel Dieu, je le répète, indispensable à mon métro. Me comprenez-vous, colonel? Pourquoi? Pour poser mes rails émotifs, simples comme bonjour, sur le ballast. Vous comprenez? Ils tiennent pas tout seuls, mes rails. Il me faut des traverses. Quelle subtilité! Mon métro bourré, si bourré absolument, archi-comble à craquer, fonce. Il est sur sa voie, en avant. Il est en plein système nerveux. Il fonce en plein système nerveux. Vous me saisissez, colonel? Un petit peu, un petit peu. Mon métro, que je vous raconte, est pas une guimbarde imbécile qui cahote. Berloque, titube, s'accroche à tous les carrefours. Non, mon métro s'arrête nulle part. Je vous l'ai dit. Je vous le répète, colonel. Oui, 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 c'est extraordinaire. Au but d'un trait, colonel. Mais attention, sur rail profilé. Récits, traverses impondérables. Vraiment? Vraiment? Vous doutez encore? Exactement. Je vous l'affirme, colonel. Plus jamais d'ergoterie devant moi. Plus d'embarras. Le truc du métro, tout nerf, rail, magique, à travers ces 3 points, est plus important que l'atome. Continuons. Je vous disais, ces écrivains subtils, agiles, dont je suis jaloux à plus savoir, c'est atroce, se font tirer 1, 2 films par mois. Et pour la question d'interview, colonel, quelles interviews? Pardon, colonel, pardon, en couleur, sans couleur, à poil, sans poil, du micro-ci, du micro-là, chez eux, hors de chez eux, chez Titine, en vacances, au séminaire, en piscine, au fond d'un ravin, au bordel, chez les papous, sans les papous, pour les papous, contre les papous, sous un papou, contre la montre, contre le Tour de France, avec le principal, que leur chair, moi, jouisse, supplie, implore, réjouisse encore, se prodigue, se reprenne, jute, déjute, susurre, parle à Dieu, lui parle plus, boude, que le monde entier allaite, pétitionne, qu'on recueille leurs paroles. Vous, alors, n'est-ce pas, colonel, vous pouvez parler d'interview, vous existez pas, colonel.
vous sabotez l'interview, voilà, c'est simple. Voilà, vous sabotez. À genoux, colonel. À genoux, pas étourneaux, la tête ailleurs, non. Où qu'on a été vous chercher? Encore une vacherie du Gaston. Vous avez aucune notion. Implorant que vous devez être, vous devez adorer mes paroles, et vous adorez rien du tout. Goguenard, mal appris. Qui vous a désigné exprès? Je me demande. Je me demande. Vous le direz pas, bien sûr. Moi, je le dis, colonel, je le crie, le sabotage continue. On veut pas de moi au Figaro. Alluma, non plus, nom de Dieu. Pravda. Si Léon existait encore, il aurait pas fini d'hurler. Vous l'avais-je dit? Je l'avais dit. L'accord. La collusion est évidente. La conjuration bat son plein. Mais vous me provoquez, ma parole. Il s'étonne. Mais non, je hurle ce qui est les autres. Les écrivains qu'on aime sont suppliciés, sont révérés. Chaque mot qui leur sort, même leurs silences sont révérés. Leurs interviews sont pâments. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils leur disent qu'ils sont merveilleux. Comme vous alors, quelle différence? Moi, que j'ai inventé un petit truc, et eux, rien du tout. Eh bien moi, je peux vous dégriser de vos folles prétentions. Vous voulez savoir ce qu'on pense? Ce que tout le monde pense? Que vous êtes qu'un vieillard scléreux, rabâcheur, aigri, prétentieux, fini. Vous gênez pas, colonel, ne vous gênez surtout en rien. Que vous irez encore en prison, voilà ce qu'on prétend. Ah, si vous pouviez, vous, m'y foutre, colonel, j'en sortirais plus. Que vous ferez encore des bêtises. Non, colonel, perdez l'espoir. Seulement des petites inventions. Dites donc, en fait de maniaque, c'est vous le maniaque, le fou des grandeurs. Ah, si vous aviez connu Courtial, vous êtes pas un grand artiste. Non, évidemment, ça se saurait. Vous êtes pas un grand écrivain. Non plus, bien sûr, les journaux de mode l'écriraient. Il a fallu bien du courage, dites, à monsieur Gallimard Gaston, pour vous publier. Oh oui, l'est-ce beau? L'est-ce incroyable? Le courage de monsieur Gaston. Qu'est-ce qu'ils disent de vous à la NRF? Ils sont ennuyés, fatigués, ne sachant pourquoi. Sur les galères, les officiers étaient pareils, fatigués, ne sachant pourquoi. Ils voyaient bien trop de galériens et ne faisaient rien eux-mêmes. Ça leur portait sur les nerfs, ça les déprimait, ça les rendait tout idiots. À la NRF, c'est pareil. Oui, pareil, oiseux, excédés, ne sachant pourquoi. Ils ont des très grands artistes à la NRF. Oh là là, des quantités. Qu'est-ce qu'ils font, ces grands artistes? Ils s'ouvragent leurs ronds, ils les façonnent. Ils essayent leurs ronds pour s'asseoir. Leurs ronds à quoi? Aux académies, à la Goncourt, à celle du Quai, à l'Académie des Terrasses, à l'Académie Argotique, à l'Académie des Voyages, à l'Académie Chèvres et Choux, à l'Académie Bikini, à l'Académie Policière, à l'Académie des Enveloppes, à l'Académie des Cimetières. Et selon vous, tout en chromo, que des ronds chromos. Et comment? Et alors, le public est animal, débile mental, etc. Mais, pour la question de l'instinct, vous le tromperez jamais d'un micron. D'un quart de micron de son ronron, de son ronron conforme et chromo. Un dixième de ton de plus, ou moins. Le public vous agrafe, déchire. Chromo ou la mort, voilà comme il est. L'éternelle beauté ou la mort. Tel est le public. Ainsi furent conformes, adulés, médaillés d'or, célébrés.
et le sont encore réincarnés sous d'autres noms. Rosa Bonheur, Cherbulier, J.P. Lawrence, Grévin, Delly, Pont Alexandre, Montéus, Lançon, rosettes énormes. Allez pas vous gourer non plus sur les soi-disant révoltés engagés, fracasseurs inouïs, tonnerres nouveautistes, pastis, colonel, pastis, néo-grévin, même pas originaux bourriques, traditionnels. Un peu de glaire et quelques fœtus à la place des bouquets de fleurs, c'est tout. Le public s'y retrouve parfaitement. Ah ah ah, qu'il s'exclame le public, quelle foudre, quel futur il nous ouvre, nom de l'Olympe, quel gaillard, quel chromo sanglant, leur muse enfante, parole enfante, voici bien de l'art au-delà de l'art, au-delà des mots, au-delà de là du soi, ces nouveautistes chient des idées. Quel message, regardez-les-moi. Ils nous libèrent, ils nous transcendent, ils nous déchiffrent une nouvelle âme. Vous trouvez ça intéressant? Non, non, mais ça fait des lignes. Comptez. Ils comptent. Ah, c'est pas mal, c'est mieux. Continuons. Quelques exemples du nouveau génie. Il a refoulé sa grand-mère. Il a découpé son grand-père. Ça, c'est très fort. Il baisse plus sa femme. Il va épouser son petit frère. Alors, je vous dis pas ce qui se passe entre le grand-père et la grand-mère. Pourquoi? Nous serions dans l'extrême péril. Dans la transsubstantation des soi, bien trop au-delà du génie. Dans le centre antitile sublimé. Vous croyez? Oui. Enfin, je continue. Le chromo en ébullition. Le grand moment est arrivé. Les mondains, entre 2 vacances, 4 week-ends, 3 prises de tension, 2 rendez-vous chez le notaire, 3 bonnes visites à leur banquier, un saut aux arts ménagers, se sentent saisis d'un je ne sais quoi, tout à fait nouveau, une sorte d'inquiétude. Avez-vous vu? Vous avez vu? Ma chère, mais ma chère, c'est mystique. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous vu? Vous avez pas vu cette grand-mère? Elle vaut 17 millions, ma chère, et elle a 4 sexes sur le front. Pas 5. Pas 5. Je disais hier 5. C'est 4. Jamais Portitio n'a fait mieux. Portitio qui? Portitio le Fuégien? Celui qui ne peint qu'à l'uranium? Précisément. Eh bien, pour 6 millions de plus, il lui met un oui dans la bouche à sa grand-mère. Oui, et violet. Il l'a juré. Non, si. Vous en voulez maintenant aux peintres, pas qu'aux écrivains? C'est vrai que vous êtes hargneux, ratés, en tout et pour tout. Et la musique, qu'est-ce qu'elle vous dit, la musique? La musique classique, chevaux de bois. La musique moderne, haineuse. Toute la haine des jaunes et des noirs contre la musique des blancs. Ils leur concassent leur musique. Et ils font bien. Ils leur concasseront tout. Ça sera pain béni. Attention, parlez pas si fort, on nous écoute. Vous êtes obsédé, colonel. Parlons d'autre chose. Puisque c'est ça, de quoi voulez-vous? Des roulements à billes? Des boutons de colle? Encore elle. Vous faites maintenant combien de pages? 72 de l'Académie. J'aimerais mieux. Ils ont rien à inventer à l'Académie. Blablater qu'ils doivent, bellement. Il y en a qu'un de cocasse là-dedans, c'est Mauriac. Je l'ai vu en menthe religieuse, ou plutôt les menthes en lui. Elle se donnait un bal masqué. C'était un cauchemar.
Elles imitaient toutes le Mauriac, et elles le faisaient parfaitement. Elles processionnaient en Mauriac, elles allaient chercher leur Nobel. Je l'ai vu chez moi, rue Le Pic, le Mauriac. Il m'est resté dans l'esprit. Il faisait menthe, exactement. Pas de front du tout. Des gestes d'insecte. Fernandez me l'avait amené. C'est François Mauriac. Je voulais pas le croire. Mehdi, il a pas de front du tout. On l'a opéré? Non, non. Fernandez le connaissait bien. C'est de naissance alors. Microcéphale. Sûrement il avait pas de lobes frontaux. Fernandez, qui le connaissait bien, me demandait ce que je pensais de sa voix. Un cancer, tu crois? Il l'avait rauque. Pensez, ce que ça l'a aidé à l'académie pour être reçu. Il en a plus que pour 2-3 mois. C'est magique. Et vous inventez quelque chose en brocardant l'académie? Non, certes, non, certes. Depuis Richelieu, pensez, comme c'est frelaté rigolade. Mais vous aussi, vous êtes usé. Je vous le dis. Il y a des gens académiciens qui sont moins gâteux. Vous avez raison sans doute, colonel machin. Mais ça nous fait combien de pages, dites? Je recompte 80. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à l'académie, dites-le? Rien du tout. Vous voudriez bien en être. Ah non, non alors. Ils attifent leurs vieillards en singes pour faire rigoler la galerie. Les Goncourt, plus cruels encore, les condamnent à n'exister pas. Je vais mettre tout ça dans l'interview. Vous croyez que ça intéressera? Peut-être pas, tant pis. Gaston m'a dit, dépêchez-vous qu'on parle de vous. Je fais ce que je peux. Si nous reparlions de votre émotif, de votre soi-disant style émotif, vous croyez qu'il intéressera? Oh non, je ne crois pas, non, vraiment, moi toujours je peux vous dire une chose, je peux vous dire un peu ce qu'on pense de votre soi-disant style émotif, dans tous les milieux, milieu populaire, milieu artistique, milieu militaire. Allez-y, enfin, vous m'aidez, carrément. La vie de personnes cultivées et d'autres personnes de tous les mondes. Je vous écoute, je vous écoute. De vos sales romans et de vous-même, de vos façons. Allez-y, de vos airs effacés, de vos manières de jamais jouer le jeu. Alors, le pire tartuffe des lettres françaises. Voilà. Oh, j'attendais mieux. J'attendais mieux de vous, colonel. On m'a dit déjà tout ça, 10 fois, 100 fois, et en termes joliment plus vifs. Vitriolique. Vous êtes plat. Vraiment? J'ai tout entendu. Et dans l'admirable, voyons un peu l'admirable. On vous a rien dit d'admirable? Vous avez rien fait d'admirable? Oh si, colonel, oh que si, je vois, colonel Reseda, que vous commencez à me comprendre, à saisir le ton. Bravo! Vous croyez pas si bien dire. J'ai été maintes fois admirable. La dernière fois devant Gibraltar. Attendez, je vous suis un instant là, mon calepin, mon crayon. Combien de pages? 90. Alors, Gibraltar, comment Gibraltar? Oui, Gibraltar, colonel, devant Gibraltar. Nous coulâmes un petit Anglais, l'aviso Kingston Cornelian. Nous lui passâmes par le milieu. Nous le fîmes couler corps et biens. Nous, à 22 nœuds. Pensez, 11 000 tonnes. Il n'a pas fait ouf. On était gros. Il était petit. Il n'a pas eu le temps. Eh bien. Y a pas des biens. Médecin maritime du Sheila. Splendide unité, colonel, le Sheila. Tout armé. Proue en poupe. Nous le découpâmes par le milieu, cet effronté. Toutes ces grenades firent explosion. Il nous déchira sur 16 mètres. 16 mètres de coque de longueur. Mais lui,
comme trou dans l'eau, pardon. Corps et biens. Corps et biens. C'est pas Trafalgar tous les jours. Ils ont eu beau nous faire passer en conseil de guerre maritime. Trop tard. Trop tard. Nous filions nos 22 nœuds, colonel. Parlez pas si fort. Parlez pas si fort. Il me chuchote. Vous avez eu des témoins? Plutôt. Et comment? Vous pouvez le dire. Ça se passait à 11 heures du soir. Une encablée de la forteresse. Au moins 100 projecteurs sur nous. Toute la forteresse. Il faisait plus clair qu'à Épinay. Épinay le studio. C'est malin. Une véritable prise de vue. Et vous vous vantez? Il prenait des notes. Non, je me vante pas, mais c'est ainsi. C'est ainsi aussi que 6 ans plus tard, je fis 2 ans de réclusion à la prison Westerfangstel, pavillon K, Copenhague, Danemark, aux Danois condamnés à mort. C'était pas volé? Non, Larbin, non, bien sûr, évidemment. Ils m'ont fait faire encore 5 ans sur les bords de la Baltique, dans des petites chahutes très spéciales, par 25 degrés au-dessous. Et à mes frais, hein, à mes frais. Pourquoi? Pourquoi? Ils savaient pas, pour le principe. Ils sont comme ça, les Danois? Oui, mais ils le disent pas aux touristes. Les touristes s'aperçoivent pas? Non, ils se font éberluer, ça suffit. Y a pas plus con que les touristes. Ils partent tout j'en foutre, prétentieux. Ils reviennent encore, plus j'en foutre et plus prétentieux. Tout saoule des boniments d'agence. De quoi ils parlent, les Danois? D'Andersen, Hamlet, Kierkegaard. Qu'est-ce qu'ils ont encore, selon vous? Dampe, Jacob Jacobsen, leur espèce de Mirabeau, qu'ils ont condamné à mort, et puis 20 ans au Gniouf. Ils en parlent jamais de ce Dampe? Non, jamais. Vous lui trouverez pas un sentier, la moindre rue, la moindre plaque. Vous avez dit, je crois, quelque part qu'on tuait très bien les prisonniers en prison danoise. Et comment? Vous avez des preuves? Et comment? Mais c'est pas par là du tout qu'ils se diffèrent des autres peuples. Oh non, oh non. On tue normalement, rituellement, dans toutes les prisons du monde. Ça le fout à rire. Et vers quelle heure, je vous prie? Vers 11 heures, minuit, colonel. Vous êtes renseigné? Oh oui, très précisément. Pipe, celle, ça s'appelle, là-bas. 12-13, colonel. Les cellules 12-13, caoutchoutées. Retenez. On les montre pas aux touristes. Parlons d'autre chose. On nous écoute. Parlons un peu de votre technique. Il reprend ses notes. S'alias. Il est excédé, je vois. Votre technique, oui, votre invention. Vous y tenez à votre invention, hein? C'est votre je partout. Votre invention. La belle astuce. Le je perpétuel. Les autres sont un peu plus modestes. Oh, colonel, moi, la modestie en personne. Mon je est pas osé du tout. Je ne le présente qu'avec un soin, 1000 prudences. Je le recouvre toujours entièrement, très précautionneusement de merde. C'est joli, vous pouvez être fier. À quoi vous sert alors ce jeu complètement fétide? La loi du genre. Pas de lyrisme sans je, colonel. Notez, je vous prie, colonel. La loi du lyrisme. Sacrée loi. Vous pouvez le dire. Le moi coûte énormément cher. L'outil le plus coûteux qu'il soit. Surtout rigolo. Le je ne ménage pas son homme. Surtout lyrique, drôle. Et pourquoi donc?
Prenez note, prenez encore note. Vous relirez tout ça plus tard. Il faut être plus qu'un petit peu mort pour être vraiment rigolo. Voilà, il faut qu'on vous ait détaché. Voyez ça? Voyez ça? C'est tout vu. Et les autres alors, les autres? Ils trichent. Ils font semblant d'être détachés. Ils le sont pas. Oh, pas du tout. Jouisseurs, porcs ou mantes religieuses, pharisiens profiteurs de tout. Je, à la merde et détaché, c'est la formule, si je comprends bien. Elle est pas gratuite, colonel. Oh non, pas gratuite. Vous méprenez pas. Elle a l'air seulement. Ce qu'elle coûte, il faut payer. Eh bien, vous savez comme est fait. Allez, colonel, allez-y. Votre cher nombril, centre du monde, votre insupportable moi perpétuel embête joliment votre lecteur. Voilà qui est carrément dit. Mais, cher colonel Reseda, vous me faites rougir. Oui, je rougis. Je rougis pour vous, qu'un homme de votre érudition ait jamais compris que le drame de tous les lyriques, rigolos ou tristes, c'est leur jeu partout, précisément, à toutes les sauces. La tyrannie de leur jeu. Leur jeu les ravit pas, je vous jure. Mais comment échapper au jeu? La loi du genre. La loi du genre. Pourquoi? Pourquoi? Il inscrit, vraiment, il écrit. Tenez, colonel, je prends. Vous prenez pas un bain de mer en haut de forme et habit de gala. Non, hein? Quel rapport? Le lyrisme et la mer, quel rapport? Je vais pas tout vous expliquer, colonel. Il me faudrait des heures. C'est cochon? Oui et non. Faut pas faire joujou sur le bord. Quelle histoire! Je vous précise. Si vous êtes artiste à salon, pour patronage, pour cellule, pour ambassade, pour cinéma, vous vous présentez comment? En habit, pardi. En bel uniforme, c'est entendu, en chromo, il le faut. Mais si vous êtes côté lyrique, né lyrique, réellement lyrique, alors ça va plus. Il y a plus de costume pour votre naturel. Nerfs à vif qu'il faut vous lancer, vous présenter. Vos nerfs à vif. Les vôtres, pas les nerfs d'autrui. Oh là non, bien les vôtres. Plus qu'à poil, à vif, plus que tout nu. Et tout votre jeu en avant. Hardi, pas de tricherie. Je note. Oui, colonel, l'indécence, l'exhibitionnisme. C'est du propre. Oh, c'est la fin du cabotin. Vous êtes inventeur en plus? Certainement. On me pille assez, on me le prouve. On me passerait encore d'être lyrique, mais lyrique comique, j'y coupe pas. C'est l'assassinat garanti. Le lyrisme est peu français. Colonel, vous avez raison, les Français sont si vaniteux que le jeu des autres les fout en boule.